Pont-Neuf, Shlomo Malka. Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Noémie Aliwa pour son livre « La terreur jusque sous nos draps » paru aux éditions Plomb. Invité également avec nous Alberto Toscano pour son livre « Camarade Balabanov, vie et lutte de la grand-mère du socialisme » paru aux éditions Armand Collin. Bonjour à tous les deux, on va vous parler de vos livres bien entendu, mais on va commencer, si vous voulez bien, par l'actualité immédiate. Et l'actualité immédiate, c'est, vous avez suivi l'un et l'autre la campagne des européennes. Comment vous percevez cette campagne, Noémie ? Déjà, Shlomo, merci de votre invitation. Je suis ravie d'être dans votre émission aujourd'hui. Si on regarde, il y a différentes façons de regarder cette campagne des européennes qui est sur le point d'aboutir. Mais si on regarde simplement les problématiques qui intéressent ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire la question peut-être des candidats qui sont plus à même de prendre au sérieux ce qui se passe au Moyen-Orient avec Israël et la question de l'antisémitisme, il me semble quand même que le candidat du Parti républicain, François-Xavier Bellamy, se détache complètement dans sa compréhension des enjeux. C'est-à-dire que c'est quand même un des rares candidats qui a été au Liban, par exemple, qui comprend bien la question des chrétiens du Liban, qui comprend la menace du Hezbollah, qui comprend les enjeux et la nécessité pour Israël de se défendre, qui a bien conscience aussi de ce que ça implique malheureusement comme conséquence sur nos concitoyens de confession juive. Donc si vous voulez, il me semble que voilà, sur ces questions qui nous intéressent entre guillemets, la figure de François-Xavier Bellamy se détache dans sa compréhension de ces enjeux-là. Alberto. Merci beaucoup aussi de ma part pour cette invitation, Shlomo. Et je pense que l'enjeu pour la France est un enjeu de vérifier la réelle popularité du président de la République. Cette élection pour la France, à mon sens, a une importance capitale. C'est vraiment l'élection de moyen terme et un président de la République qui ne dispose pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale et qui d'ailleurs au Sénat n'a même pas la majorité relative, doit quelque part se mettre en jeu. Elle le fait à travers la liste de Valérie Ayé et on verra les résultats. De l'autre côté, il y a un enjeu européen fondamental parce que l'Europe compte et pèse de plus en plus. Et même des partis qui étaient jusqu'à hier eurosceptiques et même anti-européens, comme le parti de Mme Giorgia Meloni en Italie, ont bien compris ça et ils ont fait une reconversion qui prend acte de l'importance croissante que l'Europe a pour nous tous et pour notre vie quotidienne. Alors, il y a une course à la séduction de Madame Meloni, mais il y a une chose dont il faut bien parler quand même, c'est la montée de plus en plus impressionnante de Jordan Bardella. On est à 32-34% selon les sondages, et il continue à monter en dépit de son débat raté, dit raté, avec le Premier ministre. C'est pas ce que pensent les Français, puisque les sondages d'opinion montraient que 51% des Français étaient plutôt considérés que ce débat avait été gagné par Jordan Bardella, contrairement à la plupart des éditorialistes politiques. On voit encore un écart. Mais vous avez raison sur cette idée que c'est un triomphe aujourd'hui pour le parti de Jordan Bardella qui représente. C'est un triomphe pour ce jeune homme qui ne sort pas du carcan et qui aujourd'hui est une figure incontournable de la politique française. Et c'est aussi, et je vous rejoins Alberto là-dessus, c'est aussi un référendum anti-Macron. Et là, c'est quand même cette idée que c'est le parti qui aujourd'hui est considéré comme le parti d'opposition principal qui triomphe. C'est aussi une façon, entre guillemets, de mettre une raclée au parti présidentiel. C'est évidemment ce triomphe-là de Jordan Bardella montre aussi la détestation et le rejet d'Emmanuel Macron. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il prend complètement à bras-le-corps cette campagne. On voit bien que même sa candidate Valérie Ayé est mise sur le côté quelque part, puisque lui-même a envoyé Gabriel Attal, son Premier ministre, pour débattre avec Jordan Bardella, qu'il propose lui-même de débattre avec Marine Le Pen. Donc, si vous voulez, il prend le président
de la République en personne qui, même s'il a mis une tête de liste, décide d'empoigner la question parce qu'il se rend bien compte qu'il est complètement délégitimé sur cette question. Et les sondages d'opinion montrent que l'opposition est très puissante. Alberto. En 2017, le président Emmanuel Macron a gagné les présidentielles sur la base d'un mot, un néologisme qui entrait dans le langage politique français, dégagisme. Les Français ont dégagé la droite traditionnelle et la gauche traditionnelle et le candidat, quelque part centriste, libéral, Emmanuel Macron, doit sa fortune aux défaites de deux côtés politiques de centre-droite et centre-gauche qui ont décliné, suite aussi à l'usure du pouvoir. Aujourd'hui, l'usure du pouvoir est sur les épaules d'Emmanuel Macron. Et le mot dégagisme risque de se transformer en boomerang pour Emmanuel Macron. C'est lui qui est considéré comme quelque part la personne que les Français, qu'une partie de l'opinion publique française veut punir à cause de l'insatisfaction des Français. Parce que les Français ne sont pas satisfaits, sont tout sauf contents aujourd'hui. Et quand on est mécontent, on punit ceux qui ont le pouvoir et on a envie de donner un avantage à ceux qui s'opposent. Aujourd'hui, le seul parti qui n'a jamais été au pouvoir, comme c'était en Italie celui de Giorgia Meloni, et en France celui de M. Bardella, et une partie de l'opinion publique française, mais une partie importante, aujourd'hui, s'apprête à donner sa voix à cette force politique, à cette liste. Bardella, d'ailleurs, Bardella est fils de migrants italiens, donc Bardella. Voilà. Oui, absolument, il s'en revendique d'ailleurs. Alors, on va en venir à vos livres qui nous éloignent pas beaucoup de l'actualité, mais auparavant, le président de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a fait une entrée fracassante dans la campagne des Européennes en mettant en équivalence Israël et le Hamas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, bah évidemment, là, il y a un vrai problème, si vous voulez, d'analyse et forcément, ça délégitime aussi la Cour pénale internationale. Parce que une grande partie des pays démocratiques ont été surpris, effectivement, de cette mise en équivalence d'un Premier ministre d'un État démocratique, qu'on apprécie ou non, par ailleurs, mais de cette mise en équivalence d'un chef d'État avec des chefs terroristes, puisque en fait 3 responsables du Hamas et le Premier ministre israélien avec son ministre de la Défense ont donc été, selon les réquisitions du procureur Karim Khan, seraient susceptibles la Cour pénale internationale serait susceptible de lancer des mandats d'arrêt internationaux contre eux. Et donc cette mise en équivalence, évidemment, est extrêmement problématique et remet en question la légitimité même de la Cour pénale internationale, parce que si une institution de ce genre est capable de telles dérives, eh bien écoutez, là sur le coup, ça va faire encore monter le populisme. Où est-ce qu'elle était la Cour pénale internationale le 8 octobre 2023 ? Il y a eu un silence, une attitude ambiguë, longtemps vis-à-vis de ce qui se passait en termes de... après cette vague monstrueuse de terrorisme du 7 octobre. Et maintenant, il y a cette équivalence qui fait peur, qui indigne entre des gouvernants dont, personnellement, je ne partage pas les opinions, mais qui ont été élus démocratiquement dans le seul pays démocratique de la région du Moyen-Orient. Et de l'autre côté, des terroristes. On les met sur le même plan. Je suis tout à fait d'accord. C'est le début de la fin de la Cour pénale internationale. Oui. Et je prolonge aussi votre idée. Vous avez raison aussi sur le fait que
On sait que la Cour pénale internationale avait déjà tous les éléments dès le 8 octobre pour incriminer le Hamas. Et ça n'a Ils pas ont été attendu la riposte montrent, si pour vous mettre voulez, les deux dans le même sac. Montre bien le caractère absolument pas neutre de cette condamnation du procureur, parce que justement, il avait tous les éléments pour incriminer le Hamas dès le 8 octobre, et ça n'a pas été fait. Il attendait d'avoir des éléments pour Israël, pour les mettre sur le même plan. Et là, c'est typiquement un comportement, une attitude, un choix qui n'est pas neutre du tout. Exactement. Alors, gardez le micro, Noémie, parce que ça n'est pas directement lié à la campagne, mais si quand même, parce que le problème a été abordé. Vous plaidez dans ce livre qui s'appelle La terreur Jusque sous nos draps. Jusque sous nos draps. Vous plaidez pour qu'on cesse de régenter l'intime et qu'on sorte de nos chambres à coucher. Vous citez Caroline de Haas, un homme sur 2 ou 3 est un agresseur. Oui, le problème, c'est la politisation de l'intime. Pardon ? Sauf les présents à cette table. Voilà, c'est une évidence. Nous n'avons que des 12 agneaux à cette table. C'est une évidence. Mais oui, en fait, l'idée fondamentale et profonde de ce livre, c'est l'idée qu'il y a un courant féministe qui combat les hommes et qui combat les femmes qui aiment les hommes et qui combat l'amour. Et donc, ce livre montre comment ce féminisme-là réduit les rapports humains et les rapports amoureux à des systèmes de domination, à des systèmes politiques. C'est l'idée que tout est politique, mais si vous voulez, jusqu'au petit recoin de votre intimité, tout est vu à travers un rapport de domination, et c'est une forme de contrôle terrible qui met en danger ce sentiment suprême qui existe entre les hommes et les femmes. Donc, c'est tout l'idée, c'est de montrer comment est-ce que ce féminisme-là travaille sur les idées, sur le terrain de l'idéologie, sur le terrain des contes de fées, et également qui sont relus à l'aune des nouvelles morales féministes, et qui mettent en danger, encore une fois, je pense, le sentiment amoureux à travers, oui, une forme de contrôle et une idéologie qui prend en otage les femmes qui devraient se comporter d'une certaine façon. Et vous dites que nous vivons dans un contexte de furie anti-masculine. Alors ce phénomène, vous n'êtes pas la seule à le faire venir d'Amérique. Vous dites qu'il nous vient d'Amérique, mais vous ne pensez pas qu'il est parti de France et qu'il y revient ? Alors, c'est une bonne question. Ça dépend de quel féminisme exactement dont on parle. Bon, on sait que, par exemple, tout le phénomène de déconstruction, la French Theory, etc., c'est effectivement un phénomène intellectuel français. Il faut déconstruire les hommes. Qui a été exporté aux États-Unis, vous avez raison, et donc qui nous revient ensuite en boomerang. Cette idée, oui, qu'il faut déconstruire les hommes, les femmes, qu'il n'y aurait pas de biologie, que tout serait construit socialement, et donc que pour atteindre une forme de vérité, il faudrait considérer qu'il n'y a plus de sexe, il y a des genres, et que les genres doivent être déconstruits. Vous avez raison qu'une part de ce féminisme-là peut être considérée comme l'héritier de cette déconstruction, et dans ce sens-là, c'est effectivement il a pour origine la France, les années 68 et tous les mouvements intellectuels qui en découlent. Et vous vous en prenez aussi à ce concept d'emprise, parce que vous expliquez que s'il n'y a pas d'emprise, il n'y a pas de sentiment amoureux. Exactement, et c'est très intéressant l'emprise, parce que vous le retrouvez aujourd'hui dans tous les témoignages si vous voulez, tous les témoignages qu'on entend aujourd'hui pour condamner les hommes. Évidemment, encore une fois, je pense que la distinction dans ce genre de situation est très importante. Il faut condamner davantage les agresseurs, les violeurs, j'en parle même pas. Il faut être extrêmement ferme sur le plan de la justice, mais savoir faire la distinction avec les situations amoureuses tragiques qui peuvent arriver au cours de l'existence. Et cette histoire d'emprise, elle est beaucoup utilisée pour dire qu'on a été sous contrôle de l'autre, et que la femme serait sous emprise de l'homme et qu'elle ne serait plus responsable de ses actes, et qu'à ce titre-là, il faudrait révolutionner l'amour et abattre l'emprise. Alors, il me semble qu'il faut défendre une forme d'emprise, qu'il y a du positif dans l'emprise. Il y a cette idée que l'autre manipule une force en nous, mais qu'on le laisse manipuler cette force-là, et que ça fait partie, oui, du danger amoureux, et que ça doit être défendu en tant que tel. Et vous terminez sur un éloge du couple Brigitte et Emmanuel Macron, qui est aussi un éloge, dites-vous, de la symétrie des âges. C'est pas obligatoirement
c'est pas obligatoirement symétrique. Ce que je trouve intéressant, si vous voulez, c'est de défendre des couples qui sont attaqués très très violemment, parce que voilà, je montre comment l'amour est attaqué, mais les couples aussi sont attaqués. Et le couple Emmanuel-Brigitte Macron, c'est très intéressant. Alors eux, ils ont pas été attaqués par les féministes woke, plutôt par les tradis plus, on va dire, qui considèrent que l'écart d'âge entre Brigitte et Emmanuel Macron est scandaleux. Certains vont même jusqu'à dire que cet amour est tellement impossible qu'en fait, Brigitte Macron est un homme. Il s'appelle Jean-Michel Trogneux et ils ont même rétabli un arbre généalogique. Oui. Donc le complotisme va très loin parce que justement, il y a un refus de voir l'amour comme quelque chose d'exceptionnel, de l'ordre de l'exception, de la rareté, quelque chose, ça va être banal de le dire, mais qui échappe plus ou moins aux logiques de calcul. Et c'est ce que dit cette attaque du couple Macron. Alors, il y a aussi un très beau chapitre de fin, mais je laisse... où vous prenez un ton très, très personnel. C'est un livre très personnel, mais je laisse nos lecteurs le découvrir. Et j'en viens à vous, mon cher Alberto, puisque on ne sort pas du féminisme vraiment. Vous mettez donc Madame Balabanov au même rang que de grandes militantes comme Emma Goldman ou Rosa Luxembourg. C'est du même tonneau, hein? Chacune avait son caractère. On parle de femmes révolutionnaires entre le 19e et le 20e siècle, des femmes qui ont été en même temps déterminées à affirmer des idéaux révolutionnaires, des idéaux pacifistes et des idéaux féministes. Elle disait ça au nom d'un principe élémentaire de justice. Toutes n'ont pas examiné la question de la femme en politique de la même façon. Angelika Balabanov, qui est l'objet principal de ce livre que j'ai écrit, tout est vrai, mais pour moi c'est un roman, parce que j'ai essayé de l'écrire comme un roman. Mais je crois que tout ce qu'il y a dedans est authentique. Angelika avait une attitude surtout politique dans le sens strict du terme. Elle était une marxiste, une révolutionnaire. Et elle était née en Ukraine, d'une famille juive de Tcherniv, c'est-à-dire la ville qui aujourd'hui est sur le front des batailles en Ukraine, de la guerre en Ukraine, dans le nord de l'Ukraine, au nord de Kiev. Et elle a connu d'ailleurs, si je vous ai bien lu, elle a croisé la route de David Ben Gourion, de Golda Meir. Ça, si vous permettez, je le dis à la fin. Ah, d'accord. Alors, Shlomo, il faut le laisser développer sa pensée. Angelika, la révolutionnaire, avait une prédilection, une détermination politique en sens strict, tandis que Emma Goldman, qui allait toujours d'une famille juive de l'Empire des Tsars aux États-Unis et ensuite dans d'autres pays, y compris la France, et Anna Kulishov, qui allait toujours d'une famille juive de Crimée et ensuite en Suisse et en Italie. Elle a été fondatrice du Parti socialiste italien en 1892. Ces femmes donnaient une autre interprétation. Emma Goldman et Anna Kulishov étaient plus avancées qu'Angelika Balabanov dans l'élaboration de la question féminine. Elle a quand même, Angelika Balabanov a quand même fondé un journal des travailleuses. Oui. Et c'était une nouveauté pour l'époque. Une nouveauté avec Anna Kulishov qui vivait à ce moment à Milan. Elles ont créé ce journal. Donc c'est des histoires différentes de femmes extraordinaires, y compris Rosa Luxembourg, tuée, assassinée en janvier 1919 en Allemagne. Donc c'est des femmes qui viennent en grande partie de l'Empire des Tsars, originaires de familles juives, qui croient à la révolution ou à l'anarchie dans le cas d'Emma Goldman, et qui bouleversent la vie politique des pays européens et aux États-Unis. Donc, moi, je me focalise sur l'histoire d'Angelika Balabanov, qui, à la fin de sa vie, redécouvre son judaïsme. Et elle, à la fin de sa vie, quand elle revoit et rediscute ses positions politiques,
Elle va en Israël, elle connaît bien Golda Meir, elle aussi, originaire d'Ukraine. De Kiev. Oui, absolument. Et Ben Gurion aussi. Ben Gurion, était... lui aussi. Donc, il y a toute une redécouverte. Et pour les 10 ans de la naissance de l'État d'Israël, en 1958, elle est en Israël. Donc, il y a toute cette réflexion entre le pacifisme, le féminisme, la révolution, le marxisme, de la part de femmes extraordinaires, et moi je vois tout ça par le prisme d'une vie en particulier, celle d'Angelika Balabanov. Et vous en faites aussi vous nous faites découvrir Mussolini à travers Angelika, puisque il y a un portrait pas très flatteur de Mussolini. Vous dites même qu'il était égoïste, y compris au lit, puisqu'il y a une histoire entre eux. Angelika quitte l'Ukraine, et sa famille d'ailleurs très aisée. Elle va à Bruxelles, elle étudie à Bruxelles, elle va en Italie, elle s'établit en Italie, elle entre en 1900 dans le Parti socialiste italien, qui, 3 ans plus tard, l'envoie en Suisse faire travail politique, comme on disait à l'époque, au milieu de migrants italiens. Et c'est là qu'elle rencontre un jeune qui ne travaillait pas, qui a 20 ans, qui fréquente le milieu socialiste italien en Suisse. Il s'appelle Benito Mussolini, et c'est le début d'une grande amitié. Il rentre en Italie, il devient le chef de la gauche du Parti socialiste jusqu'au jour de fin 1914, quand Mussolini change de position politique, abandonne et passe du socialisme au fascisme. Abandonne le pacifisme et devient favorable à l'entrée de l'Italie dans la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut dire, à l'instar de ce qu'on a dit tout à l'heure pour Noémie, que c'est un livre malgré tout, en dépit de tout, personnel? Pour Parce moi, que qu'est-ce qui vous a amené, en 2 mots? En 2 mots, j'ai écrit ce livre à une période où j'avais des problèmes de santé, et j'espère résolus. Et pendant 4 mois, je ne suis pas sorti chez moi. Je me suis consacré à ce livre qui est différent des autres livres que j'ai écrits. J'espère avoir mis un peu de sentiments personnels à l'intérieur de ce livre. Merci. Vous voulez dire un mot là-dessus? Non, vous posez une question d'abord. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que vous réhabilitez une figure qui n'est pas forcément très connue de l'histoire de la politique italienne. Peut-être une question par rapport à l'actualité d'aujourd'hui. Comment est-ce que vous interprétez la déconfiture de la gauche aujourd'hui en Italie? C'est le même discours. Vous avez 10 secondes. Hein. Les gens ont, dans une démocratie, les gens, quand ils ne sont pas contents, on a envie de donner un encouragement à ceux qui sont à l'opposition. Et donc si la droite à l'italienne, l'extrême droite, était au pouvoir, les Italiens probablement voteraient pour la gauche. Mais pourquoi pas l'alternance dans la démocratie? Évidemment, c'est pas moi qui vous dirais le contraire. Hein. Là, c'est une alternance particulière parce que cette droite extrême pose des problèmes par rapport à son passé. Mais... Merci donc Alberto Toscano pour son livre Camarade Balabanov, vie et lutte de la grand-mère du socialisme aux éditions Armand Collin. Merci Noémie Aliwa pour son livre La terreur jusque sous nos draps, paru aux éditions Plomb. Bon dimanche à tous. Et merci Shlomo. Merci Shlomo.